municipal, on va désigner le secrétaire de séance. Donc, comme c'est le plus jeune, c'est Guillaume Cordoba. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cela? Est-ce que quelqu'un a décidé qu'il était plus jeune que Guillaume Cordoba? Donc, dans ces conditions, Guillaume, on t'écoute. Donc, Antoine, c'est la parole. Présent. Daniel Béran. Présent. Sonia Bourrelli-Marcelli. Joanne Michelozzi. Oui, excusez-moi, elle est en retard, j'ai sa procuration. Allez, donc Joanne Michelozzi. Présent. Marielle Veillet. Présent. Éric Desailles. Présent. Roland Vigreux Andraos. Présent. Dominique Chen. Procuration à Claire Parère. Marie-Dominique Babouze. Présent. Guillaume Bolland. Présent. Claire Parère. Présent. Sandra Vesperini. Elle est en retard, elle est là. Elle est là. Eh bien, oui. C'est à toi là. Elle est présente. Rodolphe Maire. Présent. Fatma Touel Clément. Procuration à Joël Albanese. Florent Alfornel. Procuration à Johan Michelozzi. Nicole Ferréaux. Présent. Stéphane Tardif. Procuration à Sandra Vesperini. Joël Albanese. Nathalie Aubrieux. Présente. Guillaume Cordoba. Présent. France Lefort. Présent. Christophe Casa. Procuration à Marielle Veillet. Solange Arbuta. Présente. Louis Fouan. Procuration à Daniel Guérin. Anne Filippetti. Procuration à Eric Desailles. Olivier Plasson-Ducel. Présent. Martine Niobé. Présente. Christophe Neuville. Présent. Dominique Flao. Présente. Bernard Targola. Procuration à Dominique Flao. Carole Sirato. Présente. Frédéric Sonnon. Présent. Et Anne Guier. Présente. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, l'approbation du compte rendu du Conseil municipal du 29 novembre 2021. J'ai demandé, voilà, et je l'ai lu. Eh oui. Alors d'abord, donc quelques mots avant de... nous voudrions présenter toutes nos condoléances à Karine Gomez, donc, qui nous a fait part donc, du décès de sa maman. On est triste pour elle et de tout cœur avec elle. Merci. Voilà, donc elle nous a envoyé un message nous disant qu'elle n'a pas pu faire un compte rendu complet. Donc on se disait qu'on était prêt à attendre le prochain conseil municipal pour avoir un compte rendu complet. Et si le vote a lieu quand même, ben on s'attend. La difficulté, c'est qu'on a eu un problème technique et qu'il n'a absolument pas enregistré. Ça fait deux fois. C'est pas pardon. Ça c'était la dernière fois. Excusez-moi, C'est pas grave. On peut se tromper, tout le monde. Je me suis trompée. Et puis moi, on avait une question aussi sur le compte rendu. Donc sur le programme de fidélité que lance Fribourg Cœur de Vie, il semble que dans le conseil municipal, nous comptions plusieurs commerçants et que seule Madame Vesperini s'est abstenue. Alors on voulait savoir pourquoi. C'était une question. Elle n'avait pas participé au vote. Pas participé au vote, pardon, oui. Parce qu'elle fait partie de l'association Fribourg Cœur de Vie. Ah d'accord, et les autres n'en font pas partie, d'accord. Voilà. Non, monsieur Alfordel n'en fait pas partie et monsieur le maire n'est pas commerçant, il est salarié. Ok, très bien. Et voilà, merci. Donc, on passe au vote au niveau de l'approbation du compte rendu du conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, ensuite, pour les affaires générales, il y a la désignation d'un nouveau représentant de la commune au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, donc le CCAS. Par délibération numéro 23, en date du 16 juillet 2020, le conseil municipal avait désigné par élection à la représentation proportionnelle au scrutin de liste et au plus fort restant d'un achat une vote préférentiel à 5 personnes. Suite à la démission de Marielle Veillet au sein du conseil d'administration du CCAS, il convient aujourd'hui de désigner un autre représentant. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante de désigner Marie-Dominique Bagous comme représentante de la commune au conseil d'administration du CCAS et d'autoriser Madame Lambert à signer tout document nécessaire.
encore moins. Voilà, la question qui se posait, c'était est-ce que nous pouvons proposer une candidature ou, comme il est inscrit dans le règlement, c'est la personne qui est la suivante dans la liste. Et c'est quelle liste? Voilà, c'était pour avoir un peu des détails sur l'organisation de... En fait, c'est la personne volontaire suivant l'ordre du conseil municipal suite après la démission de la personne. Donc c'est la liste du conseil municipal. Exactement. Ok. Absolument. Donc nous, on ne peut pas proposer, nous, une candidature. Non. Ça va, ok, merci. Sinon, on doit proposer quelqu'un. Oh non, n'en doute pas une seule seconde. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Avec grand plaisir. Concernant les finances, on va voter donc une subvention pour l'association du Cercle Saint-Michel exercice 2021. Sandra. Le dossier de demande de Le dossier de demande de subvention à compléter par les associations qui souhaitent obtenir un financement de la commune a été revu, ajusté et complété pour que les services instructeurs et les élus disposent de plus d'éléments d'appréciation sur le contenu des activités exercées par l'association et sur l'objet de leur demande de financement. L'association Cercle Saint-Michel a à ce jour déposé un dossier valide de demande de subvention et obtenu une subvention 2021. Ce dossier a été instruit et fait l'objet d'une proposition de subvention suivante, soit de 5 000 € pour l'année 2021. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2021 de 5 000 € à l'association Cercle Saint-Michel d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Voilà, nous saluons le Cercle Saint-Michel puisqu'il pallie au manque des salles municipales pour accueillir des manifestations culturelles comme il y a eu dernièrement. Ce qui nous amène à nous interroger sur les travaux du cabinet conseil concernant les travaux du pôle culturel. Voilà, on en est où de ces travaux? Alors, au niveau du pôle culturel, le nouveau pôle culturel? Oui. Voilà, on va voter très rapidement tout à l'heure au niveau du budget un montant pour les bureaux d'études, le bureau d'études. Donc c'est pas tout de suite, hein, les travaux, c'est long quand on fait des projets tels que cela. Donc c'est pas tout de suite. Alors attends, on ne parle pas de la même chose. Non, le pôle culturel, il a la même pour tous actuellement. D'accord? Donc non, les travaux, ils n'ont pas commencé. Non, les travaux d'études. Ah, non. Si, un projet, il y a une étude qui a été donnée à M. Bord. Oui, non, mais ça, c'est pas pareil. Oui, mais quels sont les résultats? Je vais donner la parole à Daniel. J'avais demandé la parole à madame. Vas-y. Par rapport à ce que vous avez fait. Ouais, en fait, Ah, Validé chez Cobo. oui, en fait, avec M. Bond, c'était un groupe, on va dire, bien en amont de l'AMO, hein, qui nous a aidés à situer un petit peu les besoins et recenser surtout le besoin du service. Voilà, et donc la mission, un rapport a été remis à Madame le maire, hein, et un rapport complémentaire va être fait par un AMO qui va être désigné sur notamment les lieux possibles d'amphibos pour installer ces besoins. Voilà. Ariel, tu veux ajouter quelque chose puisque Marielle est en charge de la culture? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut connaître les besoins qui ont été mis en évidence et donc quel est le programme de ce pôle culturel? Ariel? Du programme. Je comprends pas la question. Le pôle culturel, ça veut
là, en fait, eh ben, on a défini, enfin, avec les services, donc on a défini donc, les besoins, notamment en termes de surface concernant la bibliothèque, pour l'agrandir. Voilà. Ensuite, des surfaces ont été aussi définies pour l'école de musique. Donc, notamment des salles, une demande d'auditorium, de salles d'exposition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Une salle polyvalente aussi. Voilà. Donc ça, c'est les services en fait qui nous ont exprimé leurs besoins. C'est un cahier des charges. Oui, c'est un cahier des charges. Voilà. Donc là, je vais éteindre ça. En fait, il faut que quelqu'un Céline, sinon j'arrive pas. Allez, c'est bon. Est-ce que j'ai compris que le premier rapport avait été remis? Est-ce qu'il est possible d'en avoir une copie? Est-ce qu'il est possible de le diffuser? Ah oui, mais c'est un cahier des charges qu'on va remettre au bureau d'études. Oui, On peut venir le consulter? Mais bien sûr. On peut le diffuser sans copie. Mais bien sûr. Non, le diffuser de manière globale à la population, je pense que ça n'intéresse personne. C'est du travail et... C'était pas ma demande. Je ne suis pas sûr que ça intéresse personne. Non, mais ma demande, c'était qu'on y ait accès pour qu'on sache quels sont les... où vous en êtes du projet et qu'est-ce qui a été proposé dans ce projet. Bien sûr, sans problème. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi qu'on échange en fait. C'est pour ça, le diffuser par mail, il n'y a pas de problème, je peux vous l'envoyer. Par contre, si vous venez et qu'on en discute, c'est volontiers. Oui, il faut qu'on le lise avant pour pouvoir venir avec des questions. Bien sûr, aucun problème. Donc, concernant la subvention du cercle Saint-Michel, qui est contre? Qui s'abstient? Bien sûr, Daniel Bouiran ne participe pas au vote. Donc c'est à l'unanimité. Merci beaucoup. On passe au volet finance avec la clôture du budget annexe de la ZAC Saint-Charles. Bonsoir. Alors, ZAC Saint-Charles, puis après c'est le ZAC de la Barque. On a déjà intégré, suite aux dernières ouvertures et fermetures du budget de ces deux ZAC, le déficit finalisé de ces deux ZAC au budget de Puveau. Ça a été fait, je pense, au printemps passé. Là, on ne sait pas, ça ne concerne pas le budget de la commune. Par contre, à la demande de la préfecture, pour clore le sujet de leur côté, il a été demandé que l'on acte en conseil municipal l'historique du début jusqu'à la fin de ces deux zones d'activité commerciale. Je ne vais pas forcément tout vous relire, je vais essayer de vous résumer et répondre aux questions ensuite. Donc ces deux actes ont été créés à la fin, au début des années 1990. Elles ont été gérées par une société d'économie mixte jusqu'en 2002, au moment où cette société a été liquidée. La mairie en a récupéré ensuite ces deux actes, notamment un déficit, car lors de cette société d'économie mixte a acheté, a maintenu, mais n'a pas fait beaucoup de ventes de ces terrains qu'ils avaient achetés. Une fois, donc c'était en déficit, une fois que la mairie les a récupérés, il y a eu des ventes de terrains qui sont mentionnés dans la délibération. Donc le budget a été une première fois fermé. Ensuite, d'autres terrains ont été vendus par la suite par la mairie, d'où la réouverture des budgets. Et suite à ces dernières ventes, qui étaient des ventes du dernier terrain disponible sur ces zones d'activité, les budgets de ces deux actes... Un des derniers. Donc suite à ça, le budget des deux ZAC ont été clos et le déficit, comme je l'ai dit, a été intégré
a été intégré au budget de la commune de Puyvaux en printemps dernier. Donc, pour résumer, hein, en gros, pour la ZAC pour la ZAC de Saint-Charles, le bilan financier de cette opération représente au final un déficit d'un montant de 201 925,44 €, qui a été repris sur le budget de la commune au cours de l'exercice 2021. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de procéder à la clôture du budget annexe de la ZAC Saint-Charles après l'arrêt des comptes et l'approbation du compte de gestion du comptable et du compte administratif de l'ordonnateur et de réintégrer le résultat dans le budget de la commune. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir. En effet, là, je vois dans la délibération un petit peu plus d'historique que dans les documents préliminaires. Je vois que c'est un historique chargé et compliqué. C'est ça. Néanmoins, voilà, notre question, elle est valable pour les deux. Hein, on ne va pas séparer les deux sujets, mais on finit les opérations avec 654 000 € de déficit. J'imagine que l'objectif, c'est d'être plutôt neutre sur ce type d'opération. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pu vendre les terrains à un prix suffisant? Est-ce parce que les coûts des travaux finalement étaient supérieurs à ce qu'on prévoyait? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on termine avec un déficit significatif? Je te laisse prendre la dernière. Alors, je vais essayer d'être soft. Pourquoi soft? Parce que, très sincèrement, et c'est mon sentiment personnel, ces deux actes ont été confiés, donc pour faire simple, à une société d'économie mixte dont la Chambre régionale des comptes et tout le monde a pu percevoir et se rendre compte de la malhonnêteté financière. Donc c'était à l'époque, d'après ce que j'ai su, une SPE qui s'occupait d'énormément de zones d'activité dans les Bouches-du-Rhône et qui a fait des malversations, utilisons les mots, et qui est tombée en liquidation judiciaire parce qu'elle faisait des malversations. Et lorsque la commune a été obligée de reprendre les comptes en régie directe, elle les a repris avec des déficits assez colossaux, d'un côté comme de l'autre. Et en fait, depuis qu'elle a repris ensuite ses comptes, elle a essayé de vendre les terrains, mais malheureusement, il n'y avait plus suffisamment de terrains à vendre. Et par contre, des coûts de viabilisation et de travaux très importants à faire pour pouvoir les vendre, qui ont fait que le déséquilibre n'a pas pu être résorbé, on va dire. Voilà. Tout simplement. Mais je pense que voilà, le rapport de la Chambre régionale des comptes, il est à disposition de tout le monde. Et en plus, un truc de fou, c'est-à-dire que quand on a eu l'arrêté des comptes par un commissaire aux comptes, je regarde Madame Bagous parce qu'elle était témoin à l'époque, on avait des chiffres sur l'arrêté des comptes et jamais l'argent n'est arrivé, quoi. Voilà. Il y a eu des choses très, très, très bizarres, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il n'y avait pas que Puyvaux qui était concerné, on va dire, beaucoup de communes ont été concernées par cette non-poursuite. Ok, bon, c'était important que vous puissiez le dire et en effet ça éclaire sous un nouveau jour cette délibération. Donc merci. Je voudrais quand même rajouter quelque chose. Alors, tous en même temps, c'est pas possible. Pardon, je ne savais pas si... Ça marche pas. Pardon. Merci. Vous parlez de malversation, c'est le mot est fort. Est-ce qu'il est possible en justice de récupérer une partie de ces sommes si les faits sont avérés? Alors honnêtement, ça date de 2002. Voilà. Et il y a eu dépôt de bilan. Et c'est à l'issue du dépôt de bilan, si vous voulez, que normalement, ces sociétés, pour vous le faire simple, elles gèrent opération par opération. C'est comme un peu un promoteur immobilier qui gère opération par opération. Et là, en fait, ils ont tout confondu à la fin, ils ont tout globalisé. Donc des opérations qui étaient censées être à la limite équilibrées ou excédentaires sont venues compenser d'autres qui étaient vraiment déficitaires. Et Puyvaux, ça a été le cas, c'est-à-dire on en a pâti, quoi. Voilà. Oui, parce que ce que je dis, c'est que considérer que l'implantation d'une entreprise logistique était une opportunité
c'est une opportunité. C'est quoi la dernière? Non, non, c'est pas la dernière. C'est pas la dernière. C'est laquelle pour vous? Je sais pas. La C'est Barchan. C'est pas Roquette, c'est Barchan. Ah. Oui, c'est sur... Non, mais on peut retirer le terme, moi ça ne me dérange pas du tout. En fait, je veux dire, voilà. Bien sûr, on peut retirer le terme si vous voulez, mais pas de souci. Beaucoup d'emplois sont pourvus dans ces locaux. Ça a des avantages et des inconvénients comme beaucoup de choses. Alors vous bougez la tête, mais si, je vous invite vraiment à aller visiter les locaux, sincèrement. Si je tête, c'est effectivement des emplois, enfin pas tant que ça finalement, et le ratio mètre carré occupé nuisance sur l'emploi est extrêmement défavorable pour Châtel. Certes, pour autant, je crois que c'est Steph qui cherche une centaine d'emplois, qui n'arrive pas à pourvoir aujourd'hui. CDO une trentaine. Voilà, CDO une trentaine. Il y a vraiment de l'activité. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. C'est pas tout parfait, on entend, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si, il y a de l'emploi dans ces endroits-là. Alors, statistiquement, et on peut s'amuser avec les chiffres et faire tout ce qu'on veut. Après, par contre, ça fait de l'emploi. Voilà. Ça, à mon sens, personne ne peut le contester. Oui, et d'autre part, pendant la période de Covid, ce point-là, les entrepôts Steph ont été quand même classés de points stratégiques pour l'alimentation, notamment des filières froides et fraîches de toute la région PACA. Donc c'était vraiment un point névralgique pour l'alimentation pendant la période de Covid, pendant le premier confinement notamment. On vous invite à y aller, sincèrement, allez-y, ils sont très ouverts là-dessus et allez visiter. C'est très intéressant. On va voter déjà le rapport sur la ZAC Saint-Charles en premier. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Pour la ZAC de la Barque, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe au 2.4 qui est le vote des taux d'imposition des taxes d'habitation et foncière pour l'année 2022. Merci. Alors, cette délibération concerne le vote des taux d'imposition pour les taxes d'habitation et foncière pour l'année 2022. Donc, comme depuis... depuis 2001, si je ne dis pas de bêtises, les taux sont inchangés, autant pour la taxe d'habitation que la taxe foncière. On reste sur les taux pour la taxe d'habitation à 19,5. Pour la taxe foncière, le taux communal ne change pas, il reste à 21,02, ce qui fait, en plus du taux départemental, qui lui aussi ne change pas pour cette année, un taux communal de référence qui contient donc la part communale et la part départementale de 36,07% et un taux de taxe foncière non bâtie à 37%. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de procéder au vote des taux d'imposition au titre de l'exercice 2022 qui sont maintenus au niveau de ceux de l'exercice 2021 qui s'établit, comme je l'ai dit, voilà, d'inscrire le produit de ces contributions directes d'un montant total de 5 455 000 € au compte 73 111 du budget primitif de la commune pour l'exercice 2022 et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Est-ce que vous avez des questions? Oui, question de compréhension principalement. Oui. Notamment par rapport à ce taux départemental. Alors, il me semble que l'an dernier, il était déjà intégré, on était sur le même type de dispositif. Oui, je vais aller vérifier ma notification de taxe foncière pour vérifier.
Donc ce taux départemental donc, qui est intégré, puisque cette recette qui avant était perçue par le département est maintenant perçue par la commune directement. Et le taux qui apparaît, c'est le taux de 36,07. Oui. Ce taux de 15,05, il est devenu fictif en quelque sorte. C'est-à-dire que c'était le taux que l'on appliquait, c'était le dernier taux voté par l'Assemblée départementale, mais ce taux est figé. L'Assemblée départementale ne se prononce plus sur ce taux aujourd'hui. Donc en fait, cette présentation, aujourd'hui le taux communal du foncier bâti est 36,07%. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc cette présentation, effectivement, elle a une valeur pédagogique éventuellement la première année, mais aujourd'hui on peut considérer que le taux est à 36,7%. Alors, je pense qu'il est quand même très important de le rappeler, et très important de rappeler aux personnes qu'on n'est pas passé de 21,02 à 36,07% par la seule volonté de la municipalité. Donc c'est pédagogique. Justement, dans la pédagogie, vous savez que ce qui est important, c'est aussi de le rappeler régulièrement. Et je pense que tous les ans, nous le rappellerons. Parce que vous en êtes bien conscient, je vous rappelle quand même que la suppression de la taxe d'habitation à l'été commune est encore un moyen d'enlever, comment vous dire, la possibilité et un moyen d'action pour les communes d'avoir des recettes. Voilà. Donc c'est important de le dire. C'était pas une critique, c'était une question de Mais compréhension. et ce n'est absolument pas, je ne l'ai pas du tout ressenti comme une critique, je vous dis simplement que... Le ton de la réponse m'a semblé effectivement... Pas du tout, alors pas du tout, c'est plutôt adressé au gouvernement qui a pris ce genre de délibération et qui enlève en fait toute autonomie aux communes. C'est ça qui me dérange le plus et c'est pour ça qu'on va le rappeler tous les ans, parce que c'est quand même important de le rappeler, parce qu'au final, les communes n'ont que très peu d'autonomie aujourd'hui sur leurs finances et sur leurs recettes. Je ne suis pas au gouvernement, je ne sais pas. Mais c'est bien pour ça que ce n'était absolument pas tourné vers vous et en aucun cas. C'est simplement pour dire, et de manière collective et pour l'ensemble de la commune, et je pense que vous adhérez à ce sentiment, c'est qu'il est dommage de perdre, de constater une perte d'autonomie fiscale pour les communes, tout simplement. Ok, donc vous avez répondu à la première partie de ma question. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un taux de 36,07% qui intègre ce 15,05%, qui est complètement à la main de la municipalité et de l'Assemblée départementale n'a plus à se prononcer sur ce taux. Est-ce que vous pouvez vérifier? Deuxième question, alors dans le complément, effectivement, l'an prochain, sur 2022 et 2023, il y a de nouvelles exonérations de taxes d'habitation qui vont s'appliquer pour certaines tranches de contribuables qui n'étaient pas concernées par les premières phases vagues d'exonération. Alors, ce taux de 15,5% et le montant financier qui en découle, ça compense quelle partie de la taxe d'habitation qui n'est plus perçue et le reste, de quelle manière est-ce que le reste est compensé et est-ce qu'on a aujourd'hui la garantie que les futures exonérations de 2022-2023 seront compensées de la même manière? Vous voyez, là je suis vraiment dans une question qui... Mon inquiétude, c'est effectivement les finances de la commune, mais je voudrais m'assurer que le niveau de recette restera le même. On la partage. Je pense qu'il n'y a aucune garantie pour 2022. Et a priori, ce à quoi on s'attend, sous réserve que ce soit confirmé, c'est le même mécanisme que le mécanisme qui a été mis en place l'an passé, où par rapport au montant anticipé, enfin au montant qui est calculé sur les avec le sur les bases de 2020, c'est ça, et par rapport au montant qui va être récupéré, s'il y a un manque à gagner ou un trop perçu, l'État ajuste. C'est ce qui s'était passé, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à un conseil municipal il y a quelques semaines qui n'était pas hyper simple à comprendre. Voilà. Quelques communes étaient perdantes, quelques communes étaient gagnantes, et nous en l'occurrence, comme on avait un manque à gagner, on a eu une compensation pour justement équilibrer ce manque à gagner. Par contre, il n'y a aucune garantie qu'en 2022, ça soit le cas, on espère.
Merci. C'est bon pour vous? Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe à l'adoption du budget primitif pour les caveaux du cimetière. Comme indiqué dans le budget là, qui a été annexé à la convocation, pour le budget du collectif des caveaux et cimetières, la section de fonctionnement a une dépense de 55 020 € et autant en recettes, et une section d'investissement de 27 510 € en dépenses et 27 510 € en recettes. Donc, ce qui fait un total de 82 530 € en dépenses et 82 530 € en recettes. Donc, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter le budget primitif caveau cimetière pour l'exercice 2022 et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, 2.6, c'est l'adoption du budget primitif de la commune. Donc, avant de lire la délibération, je vais faire une présentation. Voilà. J'ai essayé avec des services de mettre de façon synthétique le pavé du budget que vous avez reçu. Donc, ce qui en ressort, c'est que le budget primitif de la commune va s'élever pour 2020, le budget primitif pour 2022 s'élève à 16 643 118 €, avec en section de fonctionnement, en recettes et en dépenses 11 323 135 € et en investissement 5 319 983 €. Je vais rentrer dans le détail de ces chiffres-là. Pour la session de fonctionnement, donc en recettes réelles, nous avons 11 323 135 000 € et en dépenses réelles, 9 509 763 €. Et donc cette différence, c'est... Ah oui, c'est ça, pardon, c'est ça, donc je ne pas les pinceaux, c'est ça, c'est ce qu'on a mentionné la dernière fois lors de la présentation de l'orientation budgétaire, c'est essentiellement la capacité d'autofinancement qui est basculée en investissement. Donc ça c'est une vue d'ensemble du budget primitif comparé avec les années précédentes. On voit qu'on retombe sur des montants similaires en fonctionnement et en investissement, on revient sur une augmentation de l'investissement pour 2022. Les recettes de fonctionnement estimées à 11,3 millions sont dues à des recettes fiscales qui retrouvent le dynamisme d'avant-crise, donc de 2019. Donc ça, c'est ce qui a été mentionné la dernière fois, avec une forte augmentation des droits de mutation de l'ordre de 270 000 €. Et ensuite, la taxe locale sur la publicité, qui avait été les 2 années, enfin moi l'année précédente, je parlais de 2 années précédentes, on avait exonéré les commerces, les entreprises fuvélaines qui avaient de la publicité sur FUVO. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que les participations de la CAF et les dotations, les participations et dotations sont en diminution, donc de la CAF et de l'État. Légère diminution, donc qui est un montant de 2 146 000 €. Et ensuite, les tarifs payés par les usagers des services publics sont estimés à 1 238 000 €. C'est en très légère augmentation. En termes de dépenses de fonctionnement, donc, comme on avait mentionné aussi la dernière fois, les dépenses de personnel sont en légère hausse, ce qu'on avait expliqué. Les dépenses de gestion et de charge générale sont similaires à l'année précédente, au BP 2021.
Et du coup, mathématiquement, on a un autofinancement qui retrouve des niveaux d'avant-crise à 1 483 000 euros. En termes de fonctionnement, donc comme je vous expliquais, la masse salariale représente 65% à 6,2 millions. Les charges générales, 23% à 2 190 000. On a les autres charges à 620 000. Donc on a aussi, on voit en bas à gauche, l'autofinancement à 1 483 000. En termes de recettes, donc comme les années précédentes, hein, la plus grosse part est composée des impôts et des taxes à près de 70%. Les dotations participation de l'ordre de 20%. Vu sous forme de camembert, hein, on sait la masse salariale représente la plus grosse partie des dépenses de fonctionnement. Et en termes de recettes, voilà, de la même façon, les impôts et les taxes représentent 70% des recettes. Et on voit la répartition des produits de services et des dotations. Suite à votre demande la dernière fois, on a essayé de représenter sous cette forme de camembert la répartition des dépenses, des fonctionnements. Donc, la plus grosse partie, 43%, sont à destination des services enfance et jeunesse. Ensuite, l'autre gros pôle, c'est toute la partie services techniques. La culture, sport et communication, tourisme couvre 13%. La partie admin, urbanisme et action sociale, 11%. Et sécurité, 5%. Et le reste, qui sont en grande partie des charges générales qu'on n'a pas su répartir, par exemple le chauffage. Petit zoom ou rappel hein, sur les transferts de compétences, les attributions de compensation qui sont passées à 1,16 million, ça n'a pas changé en 2021, c'est suite au transfert de compétences avec la métropole. La capacité d'autofinancement de la commune, donc ça c'est basé sur les derniers comptes administratifs. On voit que FUVO, on est toujours supérieur à la moyenne, ce qui nous permet d'avoir des investissements conséquents. Autant par rapport aux communes de même strat. Et voilà, et on continue, donc comme je vous ai expliqué, pour l'année à venir, on va continuer sur cette lancée, voire même revenir sur les plus grandes capacités. Voilà, une petite diapo qui montre le fait que la capacité d'autofinancement de FUVO est supérieure aux communes alentours, de même strate. Donc pareil, par habitant, on est à 217 € contre une moyenne de 109 € et en comparaison avec les communes similaires aux alentours. En termes de section d'investissement, donc, comme je l'ai expliqué, presque 5 320 000 € d'investissement, dont 3 500 000 et quelques en recettes réelles d'investissement et 5 320 000 en dépenses. Les recettes donc, sont dues à l'autofinancement de l'ordre de 1 483 000, des ressources et fonds propres d'un demi-million, des subventions notifiées à hauteur de près de 2 millions, et ensuite, comme on avait expliqué lors de l'orientation budgétaire, un emprunt de 1 million dans l'année à venir. Et en dépenses d'investissement, on a 4 682 000 € de dépenses d'investissement prévues pour 2022 et un remboursement de la dette pour 637 000 €. Donc à peu près les mêmes, exactement on va dire les mêmes chiffres, si ce n'est qu'ils sont représentés de façon tabulaire avec les pourcentages. Ça permet de montrer que voilà, c'est le remboursement de la dette, c'est 12% des dépenses d'investissement et le reste, 90%, sont sur les investissements et les travaux pour 2022.
et l'autofinancement représente 28% des recettes d'investissement. J'ai repris ensuite ce que je vous ai déjà présenté lors de l'orientation budgétaire, du rapport d'orientation budgétaire, les différents travaux d'investissement prévus pour l'année 2022, donc pas de changement à ce niveau-là. Je ne vais pas forcément tout reprendre, sauf si vous le voulez. Et ensuite, voilà, une diapo sur la dette de FUBO, donc qui reprend les chiffres déjà mentionnés il y a 2 semaines, 2 semaines et demie, lors du dernier conseil. Le fait que l'encours de dette par habitant est de 567 €, avec des comparaisons avec des communes au niveau du département, de la région, au niveau national, et l'annuité par habitant. Oui. 16 communes, ça veut dire qu'il y a 16 communes dans le département dans la même tranche. C'est ça, pardon, c'est par rapport à les communes de même strate. C'est ce qui est indiqué, c'est des strates de 10 000 à 19 000 habitants. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais descendre de beaucoup de temps, là en plus je pense quelques questions techniques, c'est beaucoup moins... Il n'y a pas de souci, on est là pour ça aussi. Quelques questions techniques, je vais commencer par le budget de fonctionnement. Il y a une ligne entretien voirie qui est passée à 0 dans le document que vous nous avez fourni. J'imagine que il y a des réallocations sur d'autres lignes. Est-ce qu'il y a des changements de classification? Attendez, j'ai mes notes, que je viens trop. Vous dépensez en réel autour de 50 000 € par an dans les comptes administratifs. Ah oui, ça y est, d'accord, ça y est, tout à fait. On est descendu, ouais, c'est ça. Alors, la raison, c'est que c'est un transfert entre ce qui passait en investissement les années précédentes, non, pardon, qui passait en fonctionnement. C'est ça, ça passe du fonctionnement à l'investissement, voilà, à la demande du percepteur. D'accord. On a aussi dans ces lignes détaillées, là, on a une ligne concours divers cotisations. Je ne savais pas forcément à quoi ça peut correspondre. À peu près 80 000 € par an. Alors, les cotisations, donc il y a, on va dire, toute une série d'organismes auxquels la commune adhère. Par exemple, au titre du social, on adhère à la mission locale du Pays d'Aix, qui représente environ une cotisation de 18 000 € par an. On adhère depuis quelques années à l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix. Là aussi, vous avez des cotisations qui sont en fonction du nombre d'habitants et d'un tarif de tant d'euros par habitant. Voilà. C'est tout. Il y a le CAUE, en fait. Voilà, il y a toute une série de cotisations auxquelles elle demande d'adhérer ou des services ou des élus et qui nous apportent des services par ailleurs, souvent en prestation d'études. Voilà. D'accord. Cette ligne double. Oui. Parce que notamment, il y a l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix, il y a la mission locale qui a augmenté également, il y a le CAUE qui va nous coûter plus cher parce que je pense que M. Gourand vous l'a présenté la dernière fois, on adhère à un dispositif façade et donc ils vont intervenir beaucoup plus souvent et être présents en permanence à beaucoup plus souvent. Voilà. Il y a toute une série comme ça d'indicateurs, je pourrais vous en donner le détail, là je vous cite quelques-uns, mais on
on a le détail dans les demandes de services. Pardon? Oui, oui, il y a toute une série d'organismes fédérateurs, voilà. Il y a des communes forestières, il y a, enfin, voilà. D'accord. Sur les augmentations, justement, donc toujours sur ces budgets de fonctionnement, les plus grosses augmentations qu'on a pu retrouver, donc en comparant par rapport au plan de l'année 21, mais aussi par rapport au réel de l'année 20, qui sont les seuls réels de référence qu'on a de dispo, on a vu entretien de terrain qui augmente de plus de 70% en budget et 130% par rapport au réel. Ça, c'est l'augmentation des terrains qui sont demandés à être entretenus par les services techniques qui, pour des raisons de personnel, n'arrivent pas à tout faire et du coup on passe par les sociétés externes. Et un marché... des prestataires de services qui c'est ça. Et en plus, il a été fait le choix de passer par une entreprise locale qui a un coût à compter. D'accord, oui, en effet, on passe à 120 000 € par an, c'est bien un budget significatif. On a remarqué aussi plus 20% et plus 46% par rapport au réel sur publication et catalogue. C'est pour la communication, c'est pour le journal municipal qui a été enrichi avec plus de contenu. Et il y a le journal des associations qui va être fait pour l'année à venir pour promouvoir les associations fulbelaines plus au niveau de la commune. Alors, donc, sur 2022, c'est essentiellement ce journal des associations. C'est ce journal, des associations et un enrichissement du bulletin municipal. On avait les autres fournitures non stockées et le petit équipement, là en effet, donc ça avait beaucoup augmenté avec le Covid. C'est ça. On a réaligné un peu à la baisse, on a vu qu'on avait moins consommé, donc je pense que vous êtes un peu réaligné. C'est ça, on est revenu sur des montants pré-Covid, on va dire. Alors par rapport au compte administratif de 2020, on est quand même très au-dessus, on est 59% au-dessus pour les fournitures non stockées et 77% pour le petit équipement. Pour être plus correct, il y a ce qui avait été provisionné pour ce qu'on a appelé l'an passé l'enveloppe Covid. Comme on a vu qu'on n'avait pas tout consommé, on en a gardé une partie, mais pas la même enveloppe que celle qu'on avait provisionnée pour l'année 2021. Voilà, c'est pour ça que c'est quand même un petit point d'augmentation, mais enfin non, petit. Il y a quand même une partie, c'est plus basé sur ce qu'on a consommé cette année qu'autre chose. Ouais, c'est vrai. Alors moi en effet je ne vois pas le réel 21 où il se situe par rapport... C'est ça, mais on a fait les provisions pour 2022 par rapport à ce qui avait été consommé sur l'enveloppe qui a été planifiée pour 2021. D'accord. Ok, merci. Une dernière question technique. On a compris des discussions au CCAS qu'il allait y avoir des voyages proposés et que ces voyages pourraient être subventionnés par le conseil municipal. Et j'ai pas vu dans le budget où est-ce que cette subvention pouvait se trouver. Non, c'est pas subventionné par le conseil municipal. Hein. Il n'y aura pas de subvention municipale. Ah ben non, c'est par le CCAS. C'est dans le budget du CCAS, c'est voyage. Donc, si ça n'a rien à voir avec le budget municipal. D'accord, donc s'ils veulent subventionner, il faudra qu'ils prennent sur la subvention globale du CCAS. Il n'y aura pas de financement additionnel pour ça. Non, non. Ok. Peut-être un mot sur ce CCAS, justement. C'est vrai que je pense que l'année dernière, on s'était félicité de l'augmentation du budget. On a constaté que ce budget n'avait pas été utilisé, ce qui peut être vu comme une bonne nouvelle parce que ça pourrait vouloir dire que la crise très attendue du Covid n'a pas forcément frappé les Fulbelins aussi fort que vous auriez pu le craindre. Si je peux me permettre, la crise, elle est loin d'être finie. On est, à mon avis,
on est encore sous perfusion. Oui, mais là justement, on pèse. Les perfusions de l'État. Ouais. En tout cas, sur 2021, le gros de cette subvention n'a pas été utilisé. Oui. Et là, vous proposez de baisser les subventions. On trouve ça dommage. Avoir un budget à ce niveau-là, ça pouvait être l'opportunité de développer de nouveaux projets, de développer de nouvelles idées pour le CCAS. Avec une crise sanitaire, c'est compliqué de développer en ce moment, je vous assure. Donc l'idée, c'est le CCAS, il n'a pas vocation à capitaliser des fonds sur un budget. L'idée, c'est que malheureusement, on a pu faire que très peu organiser très peu d'activités cette année, malheureusement. Alors, entre deux confinements, entre deux crises, entre deux vagues, vous appelez ça un peu comme vous voulez, on a essayé de faire le maximum pour pouvoir changer les idées aux gens et faire participer. Mais malheureusement, on n'a pas pu faire tout ce qu'on aurait voulu faire. Donc, de l'argent, il en reste évidemment dans les caisses du CCAS. Donc, nous revenons à un investissement qui est moindre, sauf que vous n'êtes pas sans savoir qu'à FUBO, on a un budget primitif et un budget supplémentaire, et que si tel était le besoin, on le ferait, mais vraiment très très volontiers. Et ce qu'on voulait dire aussi, c'est oui, il y a le besoin et donc les dépenses contraintes subies, on va répondre à une urgence en dépensant. C'est pas forcément une urgence, hein, c'est au moment du budget supplémentaire que les choses peuvent être adaptées et revues, hein, sans être dans l'urgence. Hein. Voilà, ce qu'on pensait, c'est qu'on aurait pu aussi utiliser l'opportunité de du niveau assez élevé qu'on avait donné en subvention en CCAS pour le pérenniser en lançant de nouveaux projets, en lançant de nouveaux On n'y arrive pas à lancer de nouveaux projets, M. Solvent. Pareil. Alors, des idées, enfin, on pourrait en donner plein, mais des idées, on sait qu'il y a toujours des sujets. Pas parce qu'en CCAS, c'est échangé, donc n'hésitez pas à faire passer vos idées par Martine Liobet. Il y a toujours des sujets autour de l'accès aux droits et de comment on va toucher les gens. Et là, c'est vrai qu'il y a très peu de personnel, la personne fait tout ce qu'elle peut et les élus aident aussi. Ils font beaucoup. Maintenant, voilà, peut-être que embaucher temporairement une personne pour aider, pour aller vers les gens et collecter les besoins aurait pu être une bonne idée. On a une assistante sociale aussi qui vient. Je disais, aller vers les gens justement. On sait qu'on ne recueille pas la totalité des gens. Tout à fait. Voilà. On pense qu'il y avait des budgets qui auraient pu être utilisés. Voilà. Très bien. Oui, sur le champ des politiques sociales, effectivement, vous avez exprimé Frédéric, si j'évoque l'absence de projet, on ne parle pas d'animation. Enfin, je pense que sur le champ de l'animation, vous avez des projets, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec les voyages. Là, on parle vraiment de politique sociale pour les personnes qui sont en difficulté aujourd'hui. Et voilà, vous aviez dégagé un budget. Ce qui nous semble, c'est que le diagnostic social, 18 mois après l'élection, il n'est pas fait encore. Et qu'effectivement, je ne peux pas vous laisser dire ça. Excusez-moi, je vous coupe parce que je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous savez très bien. Il n'a pas été présenté, le diagnostic. Non, mais... Il va être relancé, je vous ne peux pas vous laisser dire ça, M. Neuville, parce que là, vous êtes de mauvaise foi, parce que vous savez exactement qu'il va effectivement être lancé, mais vous savez aussi que nous avons... Il n'a pas été lancé encore, puisqu'il va être relancé. C'est ce que vous avez fait, beaucoup. Vous m'avez coupé la parole. Oui, je vous ai coupé la parole parce que vous dites des inepties, et vous savez très bien... Vous laissez dire ça non plus, là. Alors, je suis désolée, mais par contre, nous avons souhaité mutualiser avec d'autres communes. Ça prend un petit peu plus de temps que quand on lance notre analyse des besoins sociaux tout seul. Donc, on l'a fait. Dès le début du mois de janvier, ce sera lancé et bien entendu que nous vous présenterons tous les résultats. Cette analyse des besoins sociaux, on la demande depuis 2014. Donc effectivement, depuis 2014, faute d'analyse des besoins sociaux, on est dans l'incapacité de construire une véritable politique sociale. Quand vous dites on, je ne comprends pas.
n'hésitez pas en CCAS à faire passer par Martine l'ensemble de vos trucs, parce que nous, en CCAS, ça se passe très très bien, hein, au niveau des politiques sociales. Donc je suis très étonnée qu'on en discute ici. Dans la mesure où, dans le budget, effectivement, on vote la subvention du CCAS. Donc on sait que Martine nous explique effectivement ce qui s'y passe. Je sais très bien qu'il s'y passe un certain nombre de choses. Enfin, Martine fait un compte-rendu régulièrement. Ceci dit, effectivement, sur le champ du diagnostic social, on le réclame depuis 2014, on ne l'a jamais vu. Et faute de diagnostic social, c'est extrêmement difficile de savoir dans quelle direction mener des actions nouvelles sur le champ social, sur le champ de l'isolement, sur le champ des problématiques de logement, sur le champ des problématiques de problématiques financières que peuvent rencontrer un certain nombre de personnes, sur le champ des questions de l'insertion, par exemple. Il y a énormément de types de freins et de difficultés qui peuvent être rencontrés par les personnes. Et tant qu'on n'a pas un diagnostic pour mesurer précisément, sauf à connaître chaque habitant et sa situation financière, etc., mais c'est impossible sur une ville de plus de 10 000 habitants. Donc c'est le diagnostic qui est là pour nous aider, pour guider en fait la politique sociale. Il faut de diagnostic. On n'y arrive pas. Je peux prendre la parole. Donc dans le cadre de... En 2016, on a mené une étude dans le cadre de la précarité énergétique. Donc c'était une analyse donc, notamment sociale. On l'a présentée en conseil. Donc dire qu'on n'a rien fait depuis 2014 et que vous réclamez depuis 2014, ça moi je ne peux pas l'entendre. Je suis désolée, quoi. Je ne peux pas l'entendre. On a quand même financé une étude pour ça. Donc légalement, on est dans les clous, étant donné que cette analyse sociale elle doit être faite une fois dans le mandat. Donc ça a été fait dans le mandat 2014-2020. Donc là, on est en 2021, donc ça va être fait en 2022. L'analyse sur la précarité énergétique, c'est pas une analyse des besoins sociaux. Alors, c'était dans le cadre de la précarité énergétique, on a fait une analyse sociale. Donc, je ne sais plus si vous étiez encore là en 2016 ou si vous avez déjà démissionné au mandat précédent, mais vos prédécesseurs pourront peut-être vous le dire qu'on a présenté donc, notamment cette étude-là en conseil municipal. Et ça a été notamment présenté aussi en CCAS, donc en 2016, ça devait être, je crois, c'était Madame Pargola. J'ai aussi un peu du mal à entendre que vous nous dites qu'on ne fait rien pour le social et qu'on ne mène pas une politique sociale quand justement on vous propose au budget une installation de toutes les associations sociales dans des nouveaux bâtiments qui seront neufs, avec lesquels qui ont été concertés, qui ont choisi leur disposition et devant lesquels il y aura un parking pour accueillir dignement les bénéficiaires. J'ai vraiment énormément de mal à entendre ce que vous dites. Vraiment. Allez dans les autres villages, je vous garantis que les associations sociales et caritatives n'ont absolument pas cet accueil. Donc vous laissez entendre qu'on ne fait rien au niveau social. C'est inadmissible. Je n'ai pas dit que vous faisiez rien. Eh bien, vous le laissez entendre. Et ça me dérange. Mais vous avez du mal à entendre des opinions différentes. Ça Pas aussi, du tout. ça me fait Alors, absolument pas. Absolument pas. Madame Chirato, vous voulez la parole? Oui, bonsoir. En fait, moi je rebondis, puisque en fait, on parle de ça, sur le journal en fait, que les gens ont reçu de la commune, oui. Du 21 décembre. Donc justement, il y a marqué donc, le bel âge, bon pied, bon oeil, parce que la retraite ne doit pas être synonyme d'isolement. La mairie a mis en place des activités pour que nos anciens vivent la vie de meilleure façon. Donc le 28 septembre, donc là, il y a eu un atelier de sophrologie. Oui. Donc en fait, moi je me pose la question,
on va dire qu'il y a des ateliers, je ne parle pas depuis qu'il y a le Covid, hein, je parle en général, il y a des ateliers en fait pour les personnes qui sont valides, mais des personnes qui sont donc des fuvelards, hein, qui ont des problèmes de se déplacer, qui sont voilà, en fauteuil roulant, et d'autres qui ont des pathologies, mais qui peuvent avoir des activités aussi, ce qui peut en fait faire que les conjoints peuvent se retrouver, on va dire, peuvent souffler pendant que ces personnes-là sont prises en charge au sein d'activités, parce que c'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas faire des activités, parce qu'ils ont voilà, des problèmes. Là, actuellement, bon, il va y avoir voilà, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, un pôle qui justement qui va s'ouvrir pour les personnes. Oui, la maison du village, j'espère que ça sera, on va dire, un accueil qui serait mieux qu'à Traits, parce qu'en fait, à Traits, c'est pareil, la maison du village ne prend pas en charge des personnes comme ça. C'est-à-dire que les personnes, c'est des personnes valides qui vont à des activités dans le local, on va dire, qui est à côté de la mairie, mais il n'y a rien qui va chercher, on va dire, des petits bus aménagés, qui va chercher des gens chez eux, et pour en fait faire des activités, puisque on est on va dire, qu'il reste de l'argent, pourquoi ne pas prévoir, on va dire, pour ces gens-là, ce qui serait, on va dire, pour la commune, on va dire, peut-être un départ pour les autres communes, voilà, un élan pour justement, on va dire, faire quelque chose pour ces gens-là, parce qu'il y en a qui sont inscrits et qui sont, on va dire, voilà, qui ne peuvent plus aller à des activités parce que voilà, ils ont des problèmes pour se déplacer, qui sont voilà. Et bien sûr, mais ça peut être tout à fait un projet qui est monté dans le CCAS, pourquoi pas. On a déjà, on le faisait, hein, quand on a mis en place donc, notamment les ateliers pâtisserie sur la route des Bonmouilles, on avait le minibus et on allait chercher les personnes, notamment qui avaient du mal à se déplacer, et on les amenait en minibus aux activités. Quoi. Oui, donc ça se faisait, notamment des personnes qui avaient donc du mal à se déplacer, qui étaient en déambulateur, etc. Quoi. Ça, on le faisait. Oui, mais en fait, comment les gens le savent? On communiquait et par des petites fiches, et par les panneaux lumineux, et par les newsletters, et par les réseaux sociaux, et par après par notre relais donc, dans le CCAS, donc à savoir que dans le CCAS, on a les associations de personnes, du bel âge, de personnes âgées, on a les associations caritatives, on a une association donc, qui s'occupe de personnes porteurs de handicap. Donc après, on a tout ce réseau-là qui fait que l'information circule et les ateliers étaient au complet et on allait chercher donc, les personnes avec le minibus. Je sais que c'est moi qui le faisais, le minibus, donc je peux vous en parler. D'accord. Voilà, donc après, là, c'est vrai qu'avec le Covid, on a laissé, les ateliers pâtisserie ont été reportés, etc. Enfin, là, je parle des ateliers pâtisserie. Après, on a fait aussi dans les ateliers donc, ce qu'on appelle de prévention, parce qu'il n'y a pas que de l'animation, il y a de la prévention. Il y avait aussi les ateliers mémoire, les ateliers sommeil. Tout ça, on le faisait et les personnes qui étaient notamment des personnes sur Célestin Barthélemy, etc., on allait les chercher. Et aussi, hein, on posait la question tout à l'heure du bulletin municipal, mais l'idée c'était de le présenter un bulletin municipal pour que les gens soient au courant. C'est ça aussi. Après, on fait aussi du portage, on fait du portage de livres, donc on essaie aussi d'amener aussi de la culture aux personnes qui sont isolées et qui sont justement qui ne peuvent pas se déplacer en bibliothèque, etc. Donc il y a aussi ce service-là de portage de livres. Oui, à ceux qui le demandent, mais en fait... qui ne le demandent pas en même temps, mais on ne peut pas non plus aller taper à toutes les portes et leur dire... c'est pour ça que j'en viens à voilà,
juste en fait parce que je suis dans ce milieu-là et que je travaille sur Fribourg et que en fait les gens ne sont absolument pas au courant. Donc voilà, j'ai vu passer sur la newsletter pour les ateliers pâtisserie des gens qui sont en fauteuil roulant, c'est un peu compliqué les ateliers pâtisserie. Bon, c'est peut-être pas des branches le plus, on va dire à 86 ans ou en fait quand on a déjà un âge évolué. Et donc c'était pour savoir si oui, c'est le ménage, oui peut-être pas. Et après, distribution des colis de Noël, c'est pareil, en fait, comment ça se fait qu'il n'y a pas de liste, en fait, avec toutes les personnes âgées qui ont droit au cadeau de Noël, parce que si, en fait, les enfants ne font pas la demande, parce que eux, ils sont très âgés, et Internet, c'est même pas la peine d'en parler, il y en a très très peu qui ont des ordinateurs, c'est vraiment infime. Et donc, du coup, en fait, il y a certaines personnes qui ont les cadeaux de la mairie et d'autres qui n'en ont pas parce que les enfants n'y pensent pas parce qu'ils sont beaucoup pris ou tout simplement ils ne le savent pas. C'est pas sur internet l'inscription, hein. C'est oui, tu peux avoir par mail, mais c'est très très peu, c'est pas le plus. Après, souvent c'est soit ce sont les auxiliaires de vie qui viennent aussi inscrire, donc viennent demander voilà, aux personnes, soit ce sont les enfants, soit c'est un coup de fil. Soit c'est les voisines, etc. Mais il n'y a pas de répertoire en fait où vous avez toutes les personnes. On a des répertoires, mais après il y a des personnes pas de ceux qui sont 70 ans. Il y en a qui ne le veulent pas, qui ont l'âge mais qui ne le veulent pas aussi, donc on respecte aussi. Donc souvent, j'ai les moyens de m'acheter un foie gras et je n'ai pas besoin de passer par le oui, non, mais après, l'année dernière, à Tresse, par exemple, ils ont distribué, en fait, ils sont allés chez les gens. J'ai été chez les gens pendant 2 jours, je ne sais pas, on m'a mis sur le parvis de la mairie, faire une animation. On ne pouvait pas offrir une ambiance musicale. Oui, l'année dernière, je me rappelle. Oui. Cette année aussi. Cette année, moi, je suis allée le premier jour. Ça s'est très bien passé. Et en parallèle, pendant quelques heures dans les 2 journées, j'allais chez les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, justement pour leur mettre le plaisir en propre. Donc en fait, j'ai aidé avec Marielle et Réla, il y a une démarche qui a été d'aller chez les gens. Donc vous ne faites pas de liste On a des listes. On a des listes. Moi j'ai envie de dire quand même parce que de par mon travail, je voyais un peu tout ce qui se passait dans les communes du département. Donc je sais que les aides sont inégales. Je pense que c'est pas trop le débat maintenant. Peut-être qu'il y a une réflexion à mener et peut-être voir aussi à professionnaliser. Voilà ce que je pense. Et je pense que Béatrice, d'ailleurs, je t'avais interpellée en 2019 par rapport à ça. Voilà. Tout à fait. Je m'en souviens très bien. C'était un sujet de préoccupation et c'est aussi pourquoi je me suis un peu engagée aussi. Voilà. Ceci dit, il y a un truc qui me démange depuis un moment. Je sais que la dénomination bel âge, ça vient de Martine Vassal. Je le sais, elle a annoncé un jour lors d'une inauguration d'EHPAD, j'étais là, donc j'ai bien entendu. Par contre, je trouve ça très choquant qu'on puisse appeler toujours bel âge une tranche de population. Parfois, je ne sais pas, quand on est incontinent, qu'on ne puisse se déplacer, qu'on a des problèmes de maladie, qu'on a Alzheimer, et ça dénommer bel âge, moi ça me choque. Voilà. C'était juste une réflexion comme ça. Je sais que c'est comme ça et que la maison du bel âge elle est financée aussi par le département et on ne peut pas faire à moi. Elle est pas financée par le département. Nos anciens, on nous a quand même posé la question aux anciens. Voilà, et ils ont répondu que c'était possible. Donc ça peut controverser bel âge. Ils préfèrent bel âge que 3e âge. Ils sont moins classifiés dans une tranche d'âge. Donc le bel âge, pour eux, ça leur convenait bien. C'est le retour que j'ai. Alors, excusez-moi. Est-ce qu'on peut recentrer cette conversation sur le budget? Je pense que tout ce qu'on a discuté, ça fait partie du CCAS, qui a ses moments privilégiés aussi. Merci. Vous avez d'autres questions du coup sur le budget? Oui, je prends la main pour une question sur les frais d'acte et de contentieux. Oui. Au fonctionnement, au budget 2022, on a 50 000 euros. Tout à fait.
au budget 2000, ça fait 100% d'augmentation, puisqu'au budget 2021, on était à 25 000. On a regardé un peu dans les autres communes quels étaient les montants. On a vu qu'à Trex, c'est 10 000, à Venelle, c'est 5 000, des communes de taille équivalente. Donc on a un chiffre très important à Fuveau. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a tous ces contentieux à Fuveau, qui sont principalement d'urbanisme. Les Fuvains ne sont pas différents des Trexois ou des habitants de Venelle. Ça a des... Alors, pour la première question, pour la première partie de la question en tout cas, c'est ce qu'on a mentionné la dernière fois, c'est la raison pour laquelle on a embauché un ingénieur qui va être en charge justement de gérer toute la partie urbanisme, notamment tous les contentieux. Et aussi, après, est-ce que Fuveau est si particulier? Je ne suis pas convaincu, je pense que c'est un peu l'état d'esprit que tout le monde maintenant va faire des recours contre les permis de construire. En fait, et on sait si dans les communes environnantes, Trex par exemple, Venelle, il y a un ingénieur, ils ont déjà cette... D'accord. Donc on fait ce qui a été fait, ailleurs. Non, on ne fait pas ce qui a été fait ailleurs. Simplement, il y en a qui externalisent et il y en a qui le font en interne. Et effectivement, nous, jusqu'à maintenant, on externalisait depuis 2018 que Alpha est parti. Donc, on a beaucoup plus externalisé. Et là, on a fait le choix de réembaucher un ingénieur qui a toutes les capacités juridiques pour... Oui, c'est un choix qu'on a salué lors du dernier conseil. Visiblement, le prestataire extérieur était peut-être moins disponible ou de moins bonne... avait des moins bons résultats, puisque le fait est que les actes sont plus importants. Ceci dit, malgré l'ingénieur, on envisage des frais d'actes et de contentieux plus importants en 2020. C'est basé notamment sur les retours sur l'année 2021 où on voit de plus en plus de recours de contentieux. Oui, il faut rapprocher aussi le nombre de contentieux par rapport au nombre de dossiers qui sont déposés chaque année au service urbanisme, puisque vous dites qu'il est essentiellement des problèmes d'urbanisme, mais sur Fuveau, on a quand même un nombre très important de dossiers qui sont posés annuellement. C'est peut-être pas le cas de toutes les communes du pays. Avec les tarifs construits. Oui, globalement, je pense. Voilà, donc que ce soit des permis de construire ou même des déclarations de travaux, tout s'attaque aujourd'hui. Merci. Ensuite, une question sur les subventions. 107 500 au budget 2021. Donc il y avait eu des subventions supplémentaires à cause du Covid. Lors d'une réunion précédente, c'était peut-être la dernière, on vous avait posé la question qu'est-ce que vous feriez s'il y avait des demandes de subventions qui dépasseraient le budget prévu. En fait, la question c'était dans l'autre sens qu'on aurait dû la poser, puisque si on regarde ce qui a été fourni en subvention depuis le début de l'année 2021, on est à 76 000 pour un budget qui était de 144, donc on est à 50%, un peu plus de 50%. Donc la question est de savoir comment vous incitez, quelle est votre politique vis-à-vis des associations et des subventions, quel est l'objectif de mettre un budget très important s'il n'est pas utilisé par les associations, si vous êtes uniquement en attente de demande de subvention par les associations. J'ai pas trop compris, mais l'enveloppe qui avait été mise l'année dernière, c'était justement pour le Covid, pour que justement aucune association ne reste sur le bord du chemin. Il y a des associations, vous n'êtes pas sans le savoir, qui ont des salariés. Et il était bien évidemment hors de question qu'un seul salarié d'une association fuvelaine ne soit licencié pour cause de Covid. Donc nous avions bien volontairement et bien volontiers augmenter l'enveloppe des subventions aux associations pour cause de Covid. Toutes, et je dis bien toutes, les associations qui ont fait la demande d'une subvention, notamment pour le Covid, ont été servies.
sur ce budget important, 144 000, il n'y a que la moitié qui a été utilisée par à peu près une vingtaine d'associations, sur une centaine à peu près à vélo. Donc il y a 80 associations qui ont peut-être des problèmes, comme vous l'avez dit, qui ont eu des soucis financiers en 2021. Celles-ci, est-ce que vous êtes allé les chercher? Est-ce que vous les avez contactées? Alors écoutez, je crois que les associations, on les voit pratiquement toutes, notamment alors, très régulièrement, que ce soit Sonia ou Sandra qui sont en charge des associations, les voit très régulièrement. Les voit notamment à un moment privilégié qui est le forum des associations, qui est aussi pour les réservations de salles. Il y a des réunions. Dans les réunions, elles n'ont eu de cesse de le leur dire et de leur dire que la municipalité est auprès d'elles. Je ne sais pas. Bien sûr, Sandra prend la parole. Volontiers. Juste sur le montant que vous avez donné par rapport aux subventions, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les subventions qui sont liées aux associations scolaires. Voilà. Donc dedans, il ne faut pas oublier qu'il y a une partie qui est liée, dont je ne gère pas. D'accord? Ensuite, il y a eu toutes les demandes de subventions qui ont été faites cette année, comme on vous l'a dit, ont été honorées. Il n'y a pas de souci. Je vais vous prendre juste un exemple. C'est l'association dont je fais partie, qui est FUVO au cœur de vie. Cette année, d'habitude, toutes les années, elle demande une subvention pour le marché de Noël, l'organisation du marché de Noël. Or, depuis l'année dernière, le marché de Noël a été un petit peu modifié à cause de l'état sanitaire que nous connaissons tous. Nous n'avons pas demandé les 15 500 € déjà de subvention. Voilà. Nous avons refusé parce que nous estimons que l'année dernière, nous les avions touchés et que cette année, on n'avait pas pu les utiliser correctement. Donc cette année, pour 2021, nous ne les avons pas demandés. Donc déjà, vous voyez, ça fait déjà une association qui n'a pas demandé. Après, il y a des associations qui ont une subvention n'est pas systématique non plus. Si l'association tourne bien, il n'y a pas lieu de pouvoir donner à chaque fois, abonder à chaque fois par des subventions. Toutes les associations, depuis que je suis ici, elles ne cessent de nous demander, enfin elles ont l'habitude, c'est pas à moi d'aller chercher, d'aller voir les associations. Si elles ont besoin de nous, elles savent où nous trouver. Il y en a plein qui viennent, on les reçoit sans problème et on en discute. N'oublions pas, à FUVO, n'oublions pas qu'on n'a pas que des subventions pécuniaires. C'est ça, il y a des subventions les associations à FUVO ont des prêts de salle gratuites, donc ce qui implique le paiement des fluides, etc., gratuitement. Donc les associations, quand elles fonctionnent et qu'elles ne font pas nécessairement une manifestation sur la voie publique ou même sur place dans leurs locaux, n'ont pas forcément besoin de subventions. C'est certainement la raison pour laquelle ils ne demandent pas de subventions supplémentaires à part le prêt de salle, qui est gratuit à FUVO, je le rappelle. Oui, et c'est très bien. Et on le soutient. Et Bernard Targobla, lors de la dernière séance, a parlé effectivement des aides nature, et c'est très bien, il n'y a pas de souci. En fait, voilà, la surprise, c'est sur l'écart entre le budget et le réel. Voilà. Quel est l'intérêt de mettre un budget de 545, sinon peut-être pour communiquer sur... Et en fait, il y en a que la moitié. Non, c'est pas du tout une question d'affichage, il faudrait volontiers. C'est la subvention Covid qui n'a pas été utilisée parce que certaines associations n'en ont pas eu besoin. Et nous, on avait prévisionné beaucoup plus haut que ce qui a été réellement... voilà. C'est la même chose que pour le CCAS. C'est ça, hein, c'est l'enveloppe Covid qui n'a pas été reconduite. Par contre, on a reconduit quasiment les montants de 2020 qui avaient été donnés aux associations de 2020. Et après, je pense que comme dit Sandra, ce que vous avez noté, à 60... moi j'ai pas les chiffres sur ce qui a été donné, mais je pense qu'il y a une partie qui est potentiellement pas des 76 000 que vous avez vu, qui doit être partie pour les écoles. Oui, c'est pour les écoles. 9 500 pour les écoles dans les 76 000. C'est ça. Exactement. Absolument. Merci.
de l'impôt direct exactement? C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du fait que systématiquement la base augmente et que même si le taux est fixe, en fait, on va avoir mécaniquement l'augmentation de ces recettes-là. Alors, c'est une obligation, c'est un choix de votre part, comme ça? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les bases augmentent. Par contre, on n'a aucune certitude sur les compensations de l'État. Donc, c'est pour ça qu'on est parti plutôt sur quelque chose de défensif, où on est parti du principe que ça ne serait pas moins que l'année 2021, en espérant que ce soit plus. Il y a une ligne de compensation d'État de 144 000 qui, elle, a été supprimée. C'était pas cette partie-là? Non. C'est les allocations de compensation des taxes foncières. En fait, pour répondre un petit peu plus techniquement, ce que nous a indiqué l'État, c'est que pour le moment, il reversait à la commune de Fuveau les bases 2020 fois les taux 2017. Voilà ce qui a été indiqué. Et que si jamais il y avait ce qu'on appelle des rôles supplémentaires, c'est-à-dire que les bases étaient plus importantes que celles de 2020, ils avaient énormément de retard du côté des services fiscaux à cause du Covid pour pouvoir les rentrer. Donc il se peut qu'elles arrivent en 2022, mais pour le moment ils n'en sont pas sûrs. Donc par conseil de prudence, ils nous ont demandé de stabiliser. Hein, voilà. Il se peut après qu'OBS, on intègre ce qu'on appelle des rôles supplémentaires, mais on n'en a pas connaissance au moment. Vous parlez aussi de la taxe foncière, là ou, Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que ce qu'on constate, c'est assez systématiquement, année après année, c'est une augmentation. Donc, sur la partie investissement, on n'a pas encore parlé, qui est un gros morceau. Donc j'ai constaté une nouveauté, alors peut-être que vous nous expliquer un peu comment ça va fonctionner, c'est ZAP qu'on a voté, on va voter page 10 là, pour 30 millions. Voilà, on n'avait pas ça les précédents, donc si vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste et comment ça va être suivi au cours du temps. Ouais. Alors, c'est la formalisation du PPI qui a été voté il y a quelques mois. Et effectivement, dans la présentation du rapport pour le BP, il n'y a pas les échéances et ça sera dans le compte administratif. Hein, c'est plus de la forme qu'autre chose. D'accord. Alors en effet, ça ressemblait au PPI, donc j'ai reconnu. Par contre, sur le PPI, on avait 5 millions de dépenses déjà prévues en 21. Là, on a l'AP en 22. Donc, est-ce qu'on aurait dû déduire du réel déjà dépensé sur 21? Et ce réel, il est de combien? Est-ce que vous l'avez? Alors, les AP, si vous voulez, c'est une autorisation de programme, c'est-à-dire qu'en gros, ça donne autorisation au maire d'engager pour une opération au maximum le montant qui figure sur la ligne. Donc ça, c'est l'autorisation entre, on va dire, maintenant et 2026, okay, le PPI. Et ensuite, chaque année, il y aura ce qu'on appelle les crédits de paiement, c'est-à-dire selon le phasage qui a été déterminé dans le PPI, le budget va prévoir les crédits de paiement année par année. Voilà. Donc effectivement, excusez-moi, en 2022, on a, par exemple, je vais prendre le projet de piste d'athlétisme, on a inscrit au budget des crédits de paiement qui représentaient l'AP de 2022 et les crédits de paiement de 2022. Voilà. Et chaque année, ils vont se cumuler comme ça jusqu'à ce qu'on lance la totalité du projet. Voilà. C'est comme une espèce de provision, si vous voulez, avant d'engager la totalité des travaux. Et par rapport au T0, là, où il y avait des choses prévues sur 21, comment vous gérez cette frontière-là? Alors, ce qui était prévu en 2021, quand on va clôturer l'année 2021, ils vont basculer en 2022 ce qu'on appelle un crédit report, si vous voulez. Donc vous allez les retrouver dans les crédits report sur le budget de l'année prochaine. Voilà, que vous n'avez pas là, puisque là, l'année n'est pas terminée. OBS, vous verrez, quand on reprend les résultats, vous verrez apparaître les crédits report de l'année 2021. Et le réaliser? Et le réaliser, bien entendu. Hein, voilà. D'accord. En effet, cette maille de l'AP, elle est intéressante parce que c'est là qu'on a nos projets. Après,
après, par contre, dans les feuilles suivantes, ça vient s'agréger au niveau des chapitres, qui sont très bien parce qu'on a l'historique et puis le passé et l'avenir, mais ils cumulent plusieurs AP. Oui, c'est ça. Du coup, est-ce que cette vue qu'on a aujourd'hui sur les chapitres, on l'aura AP par AP dans les présentations de budget des années prochaines? Oui, tout à fait, c'est ça. Pour plus de visibilité, vous allez l'avoir programme par programme. Comme ça, tout le monde arrivera à suivre sur la durée du mandat. Et pas uniquement agrégé au niveau d'un chapitre. Non, ouais. C'est une très bonne nouvelle parce qu'en effet, en termes de contrôle, de gestion, avec un document de ça, c'était très difficile pour nous. Et là, je pense que vous aviez en interne d'autres outils qui nous permettaient de suivre. Vous n'étiez pas aveugle. Mais pour nous, ça va être un grand progrès de pouvoir voir en effet les dépenses réelles et l'avancée de chacun de ces sujets. Bon, on en avait déjà parlé au moment du ROB rapidement. C'est vrai que ce qu'on voit, c'est dans ce budget primitif, une baisse de 40% par rapport au montant 2022 prévu dans le PPI. Je trouvais dommage qu'on n'ait pas, voilà, dès le début, l'ambition clairement exposée de la totalité du montant qu'on voulait faire sur 2022. Oui, il y a un budget supplémentaire qui peut venir, mais inversement, on aurait pu dire qu'il y a 1,5 million d'emprunts qu'on n'a pas fait en 2021. On aurait peut-être pu, sur 2022, avoir un emprunt plus haut, à 2 millions, 2,5 millions, pour pouvoir planifier la totalité du PPI. Et ensuite, en cours d'année, quand les subventions tombaient, etc., on venait diminuer le montant d'emprunt d'autant. Est-ce que ça n'aurait pas permis de partir dès le début d'année avec le bon niveau d'ambition et l'objectif global? On peut aussi rajouter plus d'emprunts potentiellement au BS par la suite. Si vous empruntez, pour rembourser les intérêts quand même. Sur ces montants-là, c'est pas neutre comme montant. Donc, justement, comme on parlait tout à l'heure de l'affichage, l'intérêt, c'est pas l'affichage, l'intérêt, c'est d'être au plus juste et de mesurer, de dépenser l'argent public de manière la plus optimale possible. Et d'avoir en face le patrimoine qui grandit le moins possible. Exactement. Ce qui manque aussi souvent c'était aussi dans l'Europe, c'est qu'on a l'état de la dette, on n'a jamais en face l'état du patrimoine. Pourtant, n'importe quel particulier sait très bien qu'une dette sans avoir le patrimoine en face, ça ne veut rien dire. Si j'ai une petite dette mais j'ai pas de maison, ou j'ai une grosse dette mais j'ai une énorme maison, je serai peut-être plus riche dans le deuxième cas. Et ça, c'est vrai qu'on ne sait pas le faire ressortir en valorisant le patrimoine, tous les équipements de la commune, pour mettre en regard de la dette. Donc parfois, oui, avoir plus de dette ne veut pas dire qu'on est moins riche, bien au contraire. Ça sera, on peut présenter ça quand avec l'administrateur du compte de gestion. Ça figure au compte de gestion, c'est-à-dire que lorsque vous allez voter le compte administratif de la commune, il y a le compte de gestion présenté par le percepteur, et là vous avez l'état de l'actif de la commune. Voilà. C'est uniquement compte de gestion parce que c'est lui qui le tient. Donc, voilà. On le fera ressortir, oui, effectivement, de façon plus visible. Pas de souci. Merci, c'est bon pour moi. Merci. Oui, on voulait faire une petite conclusion pour cette partie importante du budget, enfin que nous on considère comme très important. Et donc, bon, je vais vous lire certaines parties, pas tout parce que ça va être trop long, mais bon, il y a 3 éléments sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier, peut-être enlever ça, c'est qu'il n'y a pas... Enfin, on n'a pas été concerté sur ce budget, bon, c'est votre choix. Ça aurait pu être fait, enfin, on aurait pu donner notre avis en amont. Vous auriez pu aussi ouvrir à une commission extra-municipale. Excusez-moi, c'est pas le but du rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2022 d'en discuter. C'est de vraiment en discuter, en fait, de faire un vrai travail collectif. Vous voyez bien que c'est formel ces choses-là et généralement on reçoit les éléments au dernier moment, on a du mal à les analyser, c'est une des choses sur laquelle je reviendrai. Heureusement qu'on a un spécialiste. Bon, donc la première chose c'est... Il me semblait que pour
département, on avait fait l'effort, et c'était pas un petit effort, en interne de vous fournir la présentation en amont. Et vous l'aviez même remarqué. Donc si c'est pas suffisant, ça devient compliqué de notre côté. Mais on n'a pas participé à la discussion. Vous ne pouvez pas dire qu'on a participé à la discussion. Vous n'avez pas demandé ça dépend de quoi on parle. quel type d'investissement on aurait souhaité. Vous n'avez pas eu ce genre de discussion. Je comprends que ça vous fascine parce que effectivement vous représentez 53% des FUVELIN, mais on représente 47% et je pense que Madame le maire se veut la maire de tous les FUVELIN. Donc, mais j'ai jamais dit le contraire, Madame. Voilà. Donc première remarque, voilà, si on pouvait participer de façon un peu plus active à l'élaboration du budget, ça répondrait à une des choses qui est importante pour nous. Et vous nous direz quoi? Parce qu'on n'aura pas les mêmes idées, puisqu'on n'avait pas le même programme. Vous nous direz, on a participé, mais on n'est pas content parce que vous ne nous avez pas entendu. Parce que nous, on a été élus pour exécuter un programme. Peut-être qu'on vous convaincra sur certains aspects, peut-être qu'on se retrouvera... On a été élus sur un programme, Madame Flao, il faut qu'on l'exécute pour rendre... enfin, quand même, on a des comptes à rendre aux FUVELIN, quand même. Bien sûr, voilà. Mais on fait partie des personnes qui représentent les FUVELIN. Mais bien sûr que vous en faites partie, on vous considère très bien. Je pense que sur le sujet, je ne pense pas que vous puissiez nous reprocher grand-chose. Bon, mais écoutez, en tout cas, on n'a pas participé à l'élaboration de ce budget. La deuxième chose, c'est qu'on aurait aimé comprendre les lignes directrices du budget. Alors, vous n'allez peut-être pas saisir ce qu'on essaye de dire par là, mais en particulier, nous, on pense que plus d'investissements étaient possibles et que ces investissements, c'est de l'activité pour les entreprises locales. Ça peut permettre l'entretien de notre patrimoine qui se délite sur certains... Par exemple, excusez-moi. Par exemple, la maison des associations, par exemple le château Bourrelly, enfin, voilà, et sans doute ce qu'on ne connaît pas non plus, puisque, comme le disait Frédéric, on n'a pas une vision du patrimoine. Et la capacité d'emprunt de la commune le permet. Et essayez-nous. Vous verrez si vous n'avez pas des... Alors là, en particulier, une des choses qui nous tiennent à cœur, c'est la préparation des Jeux Olympiques de 2024, qui pourrait s'inscrire quelque part sur la section de fonctionnement. Parce que pour nous, ces Jeux Olympiques sont une formidable opportunité pour développer le sport pour la jeunesse. C'est un facteur d'équilibre essentiel. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on a fait l'inauguration de Fulbo, la terre de sport, il y a quelques mois, et tous les Fulbolins étaient bienvenus. Et peu de l'opposition sont venus. Je ne sais pas si vous m'avez vu. Et on n'a pas été invités. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Peu Pas pour les 8 élus, c'est ça pour les FUVELIN. Tout à fait. Tout le monde. Mais c'est pour tout le monde. Mais ne nous dites pas que vous trouvez que c'est important. Nous aussi, on trouve que c'est très important et c'est la raison pour laquelle on a fait justement un lancement Terre de Jeux 2024 pour aller jusqu'à 2024 et animer la commune sur ce point-là jusqu'à 2024. Avec un parrain en plus. Avec un parrain paralympique qui vient de gagner d'ailleurs en Norvège. Et il était là, quoi. Il nous a fait l'honneur d'être là. Donc, c'est parfait, mais je suis désespérée que vous ne sachiez pas. Voilà, donc il y a bien un problème de communication. Ensuite, un autre sujet. Désolée, en fait, on augmente le budget, mais ça marche pas. Ça marche pas. On vous a parlé de la lutte contre la pauvreté, qui est une des choses importantes pour nous. Les stratégies aussi en matière d'environnement, de tourisme et d'urbanisme, sur lesquelles on n'a pas d'informations. Alors, on peut peut-être circuler quelque part, mais pas ici. Donc ça, c'est le deuxième point, quoi. Les lignes de force sur un certain nombre de sujets. Le troisième point, c'est effectivement la difficulté de se retrouver dans les budgets, enfin dans ce que vous nous envoyez, qui sont les documents officiels et obligatoires. Mais je veux dire, heureusement pour
a un spécialiste, sinon on serait complètement aveugle sur cette question. Qu'est-ce que vous attendez de ça? On a été félicité autant voir. Ouais, c'est pas grave. Je dis simplement essayer d'imaginer un FUVLA moyen. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que on fait des présentations, on vous les présente. La dernière fois on l'a présenté en avance, cette fois non, mais c'est une question de temps, parce que le budget prend beaucoup de temps au service et à moi accessoirement. Voilà, donc je sais pas, la dernière fois vous m'avez demandé de faire une répartition par où les dépenses étaient faites par service, je vous l'ai présenté, j'essaie de vous écouter, dites-moi ce que vous voulez. Eh ben, on a déjà fait une demande qui était d'avoir des fiches par opération pour pouvoir justement suivre comment les choses se passent avec un échéancier, quelque chose qui... Alors, en termes d'échéancier, il y a le BPI. En termes de fiches par opération, c'est ce qu'on a dit, c'est que dans les comptes administratifs, il y aura les crédits de paiement, vous aurez la visibilité sur les opérations dans les autorisations de programmes qui sont dans les plans cognitifs. Donc ça sera pris en compte. Pour l'investissement, ça va se faire, mais pour le fonctionnement, on a des grosses masses, petite enfance, mais on ne sait pas exactement quelles sont les stratégies, quelles sont les actions qui sont programmées dans le temps. Est-ce que vous avez des ambitions par rapport à certaines choses? Est-ce que nous, on peut vous faire des propositions? Enfin, voilà, c'est... En termes d'enfance et de petite enfance, on a ce qu'on appelle le contrat enfant-jeunesse, qui maintenant s'appelle le contrat... Voilà. Donc en fait, qui nous projette sur les années à venir, et en principe c'est entre 3 et 4 ans. Donc il y a ces projections qui sont faites, et bien sûr ces documents sont publics. Voilà, il faut aller les chercher. Donc pour l'instant, on n'a pas le temps, mais je peux vous assurer qu'on prendra bientôt le temps pour aller chercher. Juste une chose. Je me souviens d'une discussion, à l'époque il y avait M. Tarboca qui était intervenu et je lui ai répondu, et je vous le dis à chaque fois, que notre porte est entièrement ouverte. À aucun moment, depuis 1 an et demi que nous sommes élus, vous n'avez fait la démarche de venir nous voir. Ni aucun élu, vous n'avez sollicité aucun élu. Vous ne m'avez pas sollicité moi-même, ma porte elle est entièrement ouverte. À aucun moment je ne vous refuserai un rendez-vous. Vous pouvez venir, parce qu'on est en train de vous écrire une lettre pour justement vous demander un rendez-vous. Eh bien c'est parfait, je vous recevrai très volontiers, ça fait 1 an et demi qu'on est élu. J'ai fait une demande de rendez-vous il y a environ 2 mois. Pardon? Pas eu de réponse. Ah bah alors là, écoutez, il faut que... Ah oui, volontiers. Ah, volontiers. Oh, je n'ai pas eu. Excusez-moi. J'avais fait une demande de rendez-vous pour le comité des fêtes pour savoir pour la fête de la barque. Le comité des fêtes, c'est pas la comité. C'est M. Lucas Barthélémy. Ça fait partie de... Ah non, c'est une association. Ah non, non, ne contrôlez pas tout. Voilà, donc en conclusion, je rappelle les 3 éléments. 1, pouvoir débattre sur le budget. 2, pouvoir participer à l'élaboration de certaines politiques. 3, peut-être travailler sur la façon dont on peut rendre ces aspects budgétaires compréhensibles à tout le monde. Donc, par rapport à ces déceptions, ces 3 déceptions, on considère que le budget ne correspond pas à nos valeurs, qui sont la participation citoyenne, le soutien à l'activité économique par l'investissement, le soutien à l'éducation populaire et aux activités associatives, la préservation de l'environnement et du cadre de vie, la solidarité envers les moins favorisés, et donc nous ne votons pas ce budget. Vous ne votez pas ou vous votez contre ou vous abstenez, c'est pas pareil. D'accord. Alors en tout cas, moi je tenais quand même à remercier
Eric et aux finances qui a fait un très gros travail. Tu avais été salué lors du ROP. Monsieur Sonnet, c'est pas le cas. Je ne vois pas très changer entre le ROP et le budget, mais par contre le ton a changé. Et par contre, remercier également les services dont la tête est tenue par Laurence Wittmassol. C'est un budget et félicitations à l'ensemble des services et à Eric, quel qu'en soit le vote. Donc, on passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup.